La maréchaussée. Au Moyen Âge, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les fonctions de police et de justice sont étroitement liées. Les rois, les seigneurs et les hauts dignitaires rendent la justice. Ainsi, la justice aux armées fait partie des attributions du connétable qui a succédé au sénéchal en 1191 comme chef des armées et des maréchaux qui sont ses lieutenants. Connétables et maréchaux délèguent leur pouvoir à leurs prévôts, d'où le nom de prévôté. Sous François Ier, leurs juridictions, d'abord ambulatoires, fusionneront sous François Ier et s'établiront à Paris sous le nom de Tribunal de la Connétablie et Maréchaussée de France, avec son siège à la table de marbre du Palais de justice de Paris. Les prévôts, nommés par le connétable, et les maréchaux rendent également la justice aux armées dans les tribunaux prévôtaux. Le corps d'exécution de ces différentes juridictions sont la compagnie de la connétablie et la compagnie de la maréchaussée, qui sont composées d'archers, initialement chargés de réprimer les méfaits commis par les soldats et les déserteurs, mais également par les mercenaires qui, pendant et après la guerre de Cent Ans, forment des bandes de pillards. La maréchaussée va progressivement se sédentariser. Ainsi, elles ne se contentent plus de suivre les armées en campagne, mais elles commencent à s'implanter durablement sur le territoire sous Louis XII. Par une décision royale de François Ier en 1536, les missions de la maréchaussée sont étendues à la police des personnes, ne relevant pas des juridictions locales ordinaires. Vagabonds, étrangers non domiciliés, vol avec armes, vol sur les grands chemins. À partir de cette époque, la maréchaussée est chargée de constater et de poursuivre les cas prévôtaux. Mais elle intervient en fait dans de nombreuses affaires relevant des tribunaux ordinaires. Sous Louis XIII, après la suppression de la connétablie en 1626, la connétablie et maréchaussée est placée sous les ordres des maréchaux de France. Sous Louis XIV, selon l'ordonnance criminelle dite de 1670, une partie des crimes, qualifiés de cas royaux, sont recherchés par la maréchaussée, mais jugés par une chambre criminelle du Parlement, tandis que les autres, qualifiés de cas prévôtaux, sont jugés en première et dernière instance dans les cours prévôtales provinciales des maréchaux. Organisation territoriale au XVIIIe siècle. Cependant, la maréchaussée souffre de nombreuses imperfections, implantation irrégulière, manque de contrôle, faiblesse des effectifs, aggravée par la corruptibilité des charges et la faiblesse des payes qui justifient une série de réformes entre 1720 et 1778. Ainsi, une série d'édits, d'ordonnances et de règlements 1720, 1731, 1768, 1769 et 1778 vise à la rendre plus efficace et plus présente dans les campagnes, à une époque où le vagabondage fait l'objet d'une répression accrue tout en renforçant son caractère militaire. L'édit de mars 1720 réorganise profondément la maréchaussée et accentue son caractère territorial. Il crée dans chacun des 36 gouvernements ou provinces un tribunal prévôtal et une compagnie de maréchaussée. À la tête de ceux-ci, le secrétaire d'État de la guerre place un prévôt général résidant à la capitale de la province et qui peut être mis à disposition de l'intendant. Les prévôtés sont divisés en lieutenants. Un lieutenant étant établi dans chaque ville dotée d'un présidial, elle-même divisée en brigades de 4 à 5 hommes répartis le long des grandes routes. Chaque brigade doit surveiller une dizaine de kilomètres de route de part et d'autre de son siège. L'arrondissement, ou district, d'une brigade comprend également plusieurs dizaines de paroisses rurales plus ou moins éloignées. À partir de 1760, les archers prévôts sont appelés cavaliers. Les archers des prévôts sont appelés cavaliers. L'ordonnance du 25 février 1768 crée 200 brigades supplémentaires et réorganise leur implantation, afin de parvenir à un maillage du territoire plus fin et plus rationnel. Au début de la Révolution française, par la loi du 16 février 1791 de l'Assemblée constituante, la maréchaussée prend le nom de Gendarmerie nationale. Elle marque la véritable naissance de la gendarmerie telle qu'elle fonctionne actuellement.
La loi du 28 Germinal an 6, 17 avril 1798, précise que le corps de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans l'intérieur de la République le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. L'armée est organisée en 25 divisions, 50 escadrons, 1000 compagnies et 2000 brigades. Les missions de la gendarmerie sont les missions de police administrative destinées à prévenir les troubles, les missions de police judiciaire destinées à réprimer les faits n'ayant pu être empêchés. La participation de la 32e division de gendarmerie à cheval à la bataille de Hondschoote, le 8 septembre 1793, consacre la qualité de soldat de ses membres qui inscrivent cette première victoire au drapeau de la gendarmerie. Le consulat et l'Empire voient la gendarmerie se renforcer de façon significative. Celle-ci est, pour la première fois, placée sous l'autorité d'une inspection générale de la gendarmerie, indépendante du ministère de la Guerre et dirigée par un premier inspecteur général en la personne du maréchal Bon Adrien Jeannot de Moncey, nommé en 1801. Les effectifs sont augmentés. Son rôle est essentiel dans la lutte contre le brigandage et l'insoumission. Elle participe à de nombreuses batailles, notamment dans le cadre de la guerre d'Espagne. Ses actions d'éclat ont fait l'objet d'inscriptions sur ses emblèmes. Le 19e siècle. Durant tout le Premier Empire, la gendarmerie, en manque d'effectifs et mal formée, impose difficilement son autorité. Elle est notamment chargée de s'opposer à des coutumes, de mettre en œuvre la conscription, ce qui la rend particulièrement impopulaire en milieu rural et entraîne une gendarmephobie des campagnes. 3725 rébellions, qui se concentrent dans le Midi, l'Ouest, le Nord et l'Alsace, sont recensées entre 1800 et 1859. Épurée sous la Restauration, la gendarmerie est réorganisée par l'ordonnance du 29 octobre 1820, en 24 légions divisées en compagnies. La monarchie de Juillet lui confie de nombreuses missions politiques, comme l'arrestation de la duchesse de Berry en 1832, et s'attache à la revaloriser. À partir de 1835, ses effectifs augmentent ainsi que sa réputation. La gendarmerie d'Afrique, créée l'année précédente, accompagne la conquête de l'Algérie. La loi de 1850 fixe ensuite l'objectif d'une brigade par canton, admettant une dynamique enclenchée depuis une décennie. Ainsi, en 1851, on compte 16 500 gendarmes, dont 11 800 à cheval, répartis dans plus de 3000 brigades. Dans Paris, le maintien de l'ordre était notamment assuré par la garde municipale, à partir de 1802. Puis la gendarmerie impériale de Paris, instituée en 1813, puis devenue gendarmerie royale de Paris. Son héritier, la garde municipale de Paris, fut transformée en garde républicaine en 1849. La gendarmerie contribue à la réussite du coup d'État du 2 décembre 1851. À la fin du Second Empire, elle est constituée par la gendarmerie départementale, soit 19 400 hommes répartis en 3 600 brigades et 25 légions. La Légion d'Afrique, la gendarmerie coloniale, l'escadron de gendarmerie d'élite, la garde de Paris et la compagnie de gendarmes vétérans. Au total, la gendarmerie impériale compte 24 000 hommes. En outre, les unités prévôtales sont constituées pour exercer la police militaire au sein des armées. Et des gendarmes participent à de nombreux combats, notamment pendant la guerre de Crimée. La présence de la gendarmerie est renforcée dans les colonies, par exemple en Indochine. Les débuts de la Troisième République sont surtout marqués par la question du maintien de l'ordre, la gendarmerie étant fortement mobilisée lors des grèves et des inventaires du bien du clergé. Elle est de nouveau réorganisée par le décret du 20 mai 1903. Le XXe siècle. Lors de la Première Guerre mondiale, les gendarmes ne sont pas constitués en formation combattante. Sur 25 000 gendarmes, la plupart se rendent cependant sur le front au cours de la guerre, et environ 1000 d'entre eux trouveront la mort. Enfin, dans les territoires envahis par les troupes allemandes en 1914, plusieurs brigades engagent le combat malgré leurs faibles moyens. L'entre-deux-guerres représente une période essentielle dans l'histoire de l'institution. Création d'une école des officiers de la gendarmerie nationale en 1918 et d'une direction de la gendarmerie en 1920.
et la naissance des pelotons mobiles de gendarmerie spécifiquement destinés aux opérations de maintien de l'ordre. Il s'agit également d'une période au cours de laquelle l'institution s'adapte à l'avènement de l'automobile. La gendarmerie obtient ses premiers véhicules motorisés au lendemain de la Grande Guerre, mais elle ne disposait en 1927 dans toute la France que 427 automobiles et motocyclettes. Si elle profite de cette innovation technologique, la gendarmerie doit aussi l'encadrer. Les contrôles de vitesse se développent ainsi. Ne disposant pas d'appareils fiables pour mesurer la vitesse des véhicules, les gendarmes devaient se contenter de chronométrer le temps de trajet des véhicules entre deux bornes afin de calculer leur vitesse. En 1941, un monument national est édifié à Versailles, place de la Loi, pour rendre hommage à la gendarmerie nationale. Le régime de Vichy place la gendarmerie sous l'autorité du chef du gouvernement et lui impose de suivre la politique collaborationniste. Arrestation des juifs, recherche des réfractaires au service du travail obligatoire, garde des camps d'internement, opérations de police, lutte contre les résistants. Si la majorité obéissent, d'autres s'engagent dans la résistance et participent à la libération. Alors qu'en 1939, la gendarmerie compte 54 000 hommes, 12 000 entrent en résistance, passive ou active. Le nombre de gendarmes tués pendant la Seconde Guerre mondiale est estimé à plus de 2000. 4 gendarmes ont reçu la Croix de la Libération, 360 la médaille de la Résistance, 351 ont intégré l'ordre de la Légion d'honneur. 1060 ont reçu la médaille militaire, 4852 la Croix de guerre 1939-1945. Après la guerre, la gendarmerie combat en Indochine et en Algérie, puis s'engage dans la coopération avec les anciennes colonies. Par la suite, elle continue à intervenir aux côtés des forces armées françaises sur le théâtre d'opérations extérieures, notamment en Afrique et au Proche-Orient. La diversité croissante des missions qui lui sont confiées conduit à la naissance de gendarmeries spécialisées. La gendarmerie de l'air, la gendarmerie de l'armement, la gendarmerie des transports aériens et la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires. L'implantation territoriale, qui était essentiellement basée sur un maillage réalisé à partir de brigades identiques, évolue. Les moyens sont modernisés et de nouvelles unités voient le jour dans de nombreux domaines. Police judiciaire, lutte contre les formes modernes de délinquance, protection des mineurs, etc. Le XXIe siècle. Lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2002, Jacques Chirac prévoit le rattachement des forces de gendarmerie au ministère de l'Intérieur pour leur mission de sécurité intérieure. Les brigades sont réorganisées en communautés de brigades ou en brigades territoriales autonomes, au champ d'action plus large. À partir de 2007, le nouveau président Nicolas Sarkozy décide d'amplifier le rapprochement. À partir du 1er janvier 2009, les budgets de la gendarmerie, programme 152, et de la police, programme 167, sont gérés par le ministère de l'Intérieur. La loi du 3 août 2009, puis une série de décrets, consacrent le nouveau rattachement de la gendarmerie nationale tout en laissant subsister les liens avec le ministère de la Défense. La direction générale de la gendarmerie nationale est installée depuis février 2012 à Issy-les-Moulineaux, 4 rue Claude Bernard. Son siège était auparavant situé rue Saint-Didier, dans le 16e arrondissement de Paris. Cependant, des liens étroits, liés au statut militaire des gendarmes, à leur recrutement et à leur emploi dans le domaine militaire, sont conservés avec le ministère de la Défense. Entre 2008 et 2012, sous la présidence de Sarkozy, les effectifs ont été diminués de 950 à 1300 personnes chaque année dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Cette tendance a été inversée en 2015 avec l'annonce d'au moins 2200 recrutements en 2016. I was just looking for the sports channel, Gary.